Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Ils ont accepté votre invitation, mesdames et messieurs. Installez-vous, je vous en prie. On va prendre place devant les éternels étudiants qui sont en face de nous. Mais ne doutez pas que ceux qui sont sur scène ne le soient restés également. Ils ont accepté de venir parler à vos côtés. Je vais vous demander votre complicité les uns et les autres. Merci de bien mettre vos téléphones sur silencieux. En plus, c'est dimanche. Donc on peut laisser le téléphone vraiment dans la poche et surtout suspendre le temps et profiter de ce temps-là pour échanger sereinement. On va se parler sans tabou, sans langue de bois, surtout sur ces sujets. Vous savez que tout cela a été préparé par des étudiants qui ont fait un magnifique travail en conférence de rédaction. Je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils sont au premier rang.
Et ils vont être les intervieweurs de cet après-midi. Vous aurez également la parole tout à l'heure. Alors, comme pour n'importe quel débat, je voudrais que chaque invité autour de cette scène justifie sa présence et savoir si vraiment il ne s'est pas trompé de salle. Et savoir si vraiment il a quelque chose à dire sur la thématique. Et vous comprendrez que si ce n'était pas le cas, on le ferait sortir immédiatement. Les services de sécurité sont prévenus. Je voudrais qu'on m'explique ce que vous faites ici les uns et les autres pour me parler d'un capitalisme plus humain et plus durable. Et avant de rentrer même dans la définition de ce débat, m'expliquer en quoi ça vous concerne cette question. Jean Ornin, qu'est-ce que vous faites ici? Ne me dites pas que vous êtes trompé de salle. Vous êtes à la tête de Citeo. Oui, en fait, je dirige une entreprise au service du bien commun. C'est pour ça que je suis ici. Elle s'appelle Citeo. Elle s'appelle Citeo, c'est l'affaire de la cité, donc l'affaire de tous, la responsabilité de chacun. Et en fait, elle a imaginé, c'est une société qui a été créée par un entrepreneur qui avait une belle notion de la responsabilité environnementale et sociale qui s'appelait Antoine Riboud. Oui. Et qui a dit que la responsabilité de l'entreprise ne s'arrêtait pas aux portes de l'usine ou des bureaux, mais qu'elle portait cette responsabilité. Donc nous portons une responsabilité environnementale. Nous sommes une entreprise à mission qui a été créée par les entreprises de la grande consommation et la distribution pour réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. Et on verra comment s'évertue évidemment. Jean-Paul Agon, pardon. Que fait le patron de L'Oréal sur cette séquence quand on va parler d'humain, de dural? Pardon, je vous croyais dans la cosmétique uniquement. Et je sais que je ne veux pas de discours cosmétique, vous le savez, Jean-Paul. Oui, pas de problème. On ne parlera pas de cosmétique aujourd'hui, mais ça. Un peu comme Jean, L'Oréal a été créé il y a longtemps, mais dirigé il y a 50 ans par François Dalle, qui était d'ailleurs, vous êtes trop jeune, mais l'ami le plus proche d'Antoine Riboud. Et c'est eux ensemble qui ont inventé d'ailleurs le capitalisme social, humain. Et donc L'Oréal est tout à fait légitime dans ce débat, numéro 1. Numéro 2, à titre personnel, ça a vraiment été mon combat pendant ces 20 dernières années, quand j'ai été directeur général du groupe. Et L'Oréal, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, est très en avance dans beaucoup de ces domaines. Et puis troisièmement, enfin, c'est un sujet tellement important que je voulais participer à cette discussion. Et en tant que citoyen, et vous êtes vertueux plus qu'on ne le pense d'ailleurs, parce que vous ne le dites pas assez, ce sera l'occasion de le faire. Je vous laisserai le dire. Mais très bien. Thierry Marx, j'imagine que vous êtes trompé de salle? Oui, je me disais, tiens, je suis comme un homard dans un bol de mayonnaise. Le rêve. Non, oui, le rêve. Non, Thierry Marx, chef de cuisine, enfin un artisan en gros, chef d'entreprise aussi, et co-créateur de Cuisine Mode d'Emploi et Boulangerie Mode d'Emploi, qui permet à des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi en précarité, ou des personnes sous main de justice, de pouvoir intégrer un projet métier. Donc voilà un petit peu. Et le capitalisme, je suis prêt à en découdre avec vous. Merci. C'est une jolie menace. Michel Fredo, vous êtes le directeur associé senior du BCG, qui est un magnifique partenaire, mais ça ne suffit pas pour être sur une table ronde. Non, mais je pensais qu'il y avait des gens sympas, et donc c'était une discussion intéressante à avoir. C'est pour ça qu'on vous a mis un modérateur avec des noms d'oiseaux, pour que vous puissiez le traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est sympa. Non, mais en fait, BCG a une vraie responsabilité en fait, sur ce sujet de transformation. C'est un sujet de transformation majeur dans toutes les industries, pour toutes les sociétés et dans tous les pays. Et à ce titre-là, avec notre positionnement, qui travaillons à la fois pour les gouvernements, pour définir les politiques, avec les industriels dans tous les secteurs et avec les financiers, je pense qu'on a une responsabilité sur ce sujet. Et comme je le disais, c'est une transformation complète du système qu'il va falloir opérer. À ce titre-là, ça représente aussi un business important pour nous si on veut avoir de l'impact. Et donc, pour ces deux raisons-là, on s'est mis une ambition, et on a changé notre organisation d'ailleurs, et je pourrais revenir, et une ambition d'avoir à peu près 50% de notre chiffre d'affaires qui traite de ces problématiques-là pour nos clients dans les 5 prochaines années. Les beaux challenges que vous partagerez avec nous. Hervé Elias, PDG du groupe Mazars. Pareil, quelques justifications. Alors, je comprends, Nicolas, que vous gardez tout le monde. J'espère ne pas être le premier viré sur l'audience. Non, je trouve qu'il y a un côté un peu provocateur dans ce débat, une semaine après les résultats des élections législatives, où on voit bien qu'il monte un espèce de climat de scepticisme, en particulier chez les jeunes, sur ce modèle de société ou le capitalisme, en particulier sur sa capacité à traiter deux sujets majeurs, que sont la transition écologique et les inégalités, et le sujet de l'inclusion. Donc moi, je voulais témoigner aujourd'hui de ce que faisaient les entreprises, la mienne, mais toutes celles que je vois.
J'espère qu'on aura le temps, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder, de dire un mot de la finance durable et de ce grand projet sur un nouveau reporting extra-financier pour les entreprises. Mais le message principal que je voudrais adresser, en particulier aux jeunes, c'est soyez sceptiques, mais ne vous radicalisez pas et venez rejoindre nos entreprises, parce que je peux vous dire que la transformation qui est devant nous est une transformation profonde et qui nécessite tous les talents. Merci de le préciser. Je voudrais juste le dire dès le début. Nous aussi, remarquons qu'il n'y a que des hommes à cette tribune. Des femmes ont été invitées, n'ont pas pu venir sur ce débat. La parité se fait sur la globalité de la Cité de la Réussite. Il se trouve que sur ce débat, nos femmes invitées n'étaient pas disponibles là, et nous le regrettons. Mais bien sûr que nous sommes conscients de cette image et du message, et évidemment du travail qui reste à faire les uns et les autres dans ce milieu, bien sûr. Et alors, Yann Bucaille, c'est le seul à qui je ne vais pas tendre la perche, parce que sur sa justification, c'est le type le plus joyeux d'entre nous. Voilà. Normalement, il a des chaussettes, non, il a des chaussures jaunes, mais tu les as pas aujourd'hui d'ailleurs. Tous les jours depuis 5 ans, je porte des chaussures dépareillées. Et merci de les laver ce matin. Merci de les avoir mis à la machine à laver ce matin. Yann, raconte-nous l'aventure des cafés joyeux, entreprise vertueuse. Déjà, pour la parité, j'aurais pu venir avec mon épouse. C'est une aventure familiale, c'est une aventure de couple. J'ai eu la chance de monter ça avec ma femme il y a exactement 5 ans. Et alors, je ne sais pas si je mérite ma place à côté de personnalités comme le parterre que vous avez réuni. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout au fond de notre cœur, on a envie de passer ce message, particulièrement à des jeunes, que l'économie, que le capitalisme, c'est quelque chose de formidable dans la mesure où on ne le dévoie pas. Et c'est un petit peu notre raison d'être, quelque part. Oui, on est des restaurateurs, oui, on est des torréfacteurs, on fait du café. J'ai d'ailleurs apporté quelques échantillons, je me dis, il faut que je fasse mon VRP. Mais avant ça, on a une mission, c'est l'inclusion de la fragilité dans le monde économique. Parce qu'il faut arrêter de dissocier la partie caritative, la partie associative, la partie de l'économie. L'économie est au service des plus fragiles. Mon cher Yann, juste on va venir dans un instant, mais tout le monde n'a pas eu la chance de mettre les pieds dans un café joyeux. Amène-nous dans un café. Qu'est-ce qui se passe de si particulier? Et tu peux t'estimer heureux que ce soit un Aveyronnais qui fasse la promo d'un concurrent de tous ces Aveyronnais. Je rappelle qu'on tient les bistrots depuis 150 ans à Paris. C'est nous qui vous escroquons avec des cafés à 15 balles. Voilà. Et donc Yann, t'es venu nous piquer le business, mais pour faire un truc beaucoup mieux que nous, raconte-nous. Le café joyeux, c'est quoi? Il y en a 9. Là, on a ouvert le 9e café joyeux à Tours il y a un mois. On ouvre le numéro 10 à Bruxelles dans un mois. Et les cafés joyeux, ce sont tout simplement des cafés des entreprises ordinaires où tout est possible. La meilleure preuve, c'est que 70% de nos collaborateurs dans un café joyeux, qui cuisinent sur place, qui servent sur place, sont des personnes différentes qui sont avec handicap mental, donc des personnes avec autisme, avec trisomie 21, et qui font un travail formidable grâce à l'aide de beaucoup de personnes très compétentes, parce que ça fédère une générosité incroyable. On pourra en parler, notamment Thierry qui n'osera pas le dire, mais on sert de bons plats. Parce qu'au Café Joyeux, c'est bon. D'abord, c'est bon. On n'y va pas pour un acte charitable, on y va parce que c'est bon. Et on y retourne parce que c'est délicieux. Oui, merci Thierry Marx. Non mais c'est vrai, et Thierry est complice en coulisses de l'aventure, vous pourrez nous raconter tous les deux. Juste, et tu as raison de le dire, on n'y va pas par pitié au Café Joyeux. Surtout pas. On y va d'abord parce qu'on a envie de manger. On peut y boire un bon café. Voilà. Vous prendrez bien une tasse de joie. C'est un café qui est torréfié en France, ce sont des purs Arabica, et ce sont des cafés qui sont sélectionnés par une femme qui est meilleure ouvrier de France. Et c'est une fierté pour nos équipiers joyeux. Aujourd'hui, ils sont 90 en CDI. Et ces personnes-là sont joyeuses parce qu'elles vous servent un bon produit. Et ces produits, vous pouvez les acheter, ça permet de soutenir la cause. Et ça permet surtout de montrer que oui, l'économie, oui, un café qui est bon, qui est beau aussi. Le design est fait par une femme qui s'appelle Sarah Lavoine, que peut-être certains d'entre vous connaissent, une grande décoratrice, qui veut soigner la décoration parce qu'on pense que nos équipiers joyeux méritent le meilleur. Et allez-y avec les gens les plus tristes de votre entourage, les plus pessimistes, ils prendront une gifle évidemment d'ayant vécu tout cela. La thématique qui nous réunit aujourd'hui veut que l'on traite ensemble du capitalisme plus humain et plus durable. Il me semblait, moi dans mes cours d'économie, alors et Dieu sait s'ils ne sont pas très très formidables en France, au lycée, mais dans mes cours d'économie, il me semblait que le capitalisme, par définition, était déjà intrinsèquement humain, était déjà sur le partage. Qui peut me donner la définition du capitalisme finalement? Est-ce que je me plante? Merci beaucoup, on va passer à la question suivante.
si vous montrez autant d'enthousiasme, qui peut me parler? Jean-Paul Agon, peut-être. Je ne sais pas si le capitalisme a été créé ou est né pour être humain et durable, mais en tout cas, il n'a pas été créé pour être l'inverse. Oui. D'abord, il n'a pas été créé pour être inhumain et bien sûr court-termiste. Nous, dans le cas de L'Oréal, puisque chercher une définition, François Dalle, à l'époque, parlait de capitalisme humaniste et d'entreprise humaniste. Et en fait, moi, je trouve que humaniste, c'est plutôt une bonne... si on cherche une définition courte, c'est plutôt une bonne définition parce que humaniste, c'est à la fois, bien sûr, qui promeut, développe l'humain à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et bien sûr, il y a 50 ans, on ne parlait pas encore de durabilité, mais la durabilité, elle est bien évidemment synonyme avec l'humanisme, puisque dans le fond, c'est la place de l'homme sur la planète. Donc, pour une définition courte, je trouve ça pas mal. Qui peut aller plus loin? Capitalisme plus humain, plus durable, c'est quoi exactement? Non, peut-être. Évidemment, on associe toujours à capitalisme la notion propriété privée, profit, salariat. Je pense que le capitalisme aujourd'hui que nos entreprises veulent développer, c'est un capitalisme qui va bien au-delà. C'est-à-dire, c'est d'avoir une raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on existe? D'avoir conscience que les ressources de notre planète sont limitées, d'avoir conscience que ce sujet du réchauffement climatique, c'est un sujet d'action immédiat et pas de réflexion, d'avoir ce sujet d'inclusion, d'égalité, d'avoir ce sujet aussi de développement des individus dans l'entreprise. Donc, c'est tous ces paramètres aujourd'hui qu'on prend en compte dans ce qu'on appelle le capitalisme durable. Et c'est pas nouveau, Nicolas, je citerai peut-être des exemples plus tard, mais oui. Ça fait longtemps, mais je pense qu'on est à un moment de véritable accélération que le Covid a sans doute encore renforcé. On est dans ce moment de grande transformation du capitalisme. Jean, je vous ai vu spontanément prendre le micro. Vous vouliez rajouter votre part de définition. Oui, alors moi je parle plutôt de liberté, donc de liberté d'entreprendre. Je suis très attaché à la liberté, enfin la liberté de nous tous, et je pense que cette liberté ne peut s'exercer que si elle est associée à la responsabilité, et en particulier la responsabilité humaine et la responsabilité environnementale, et que c'est en exerçant la liberté et la responsabilité qu'on peut arriver à continuer à vivre sur cette planète, en tout cas en la préservant. Et Citeo, je l'ai dit tout à l'heure, incarne un peu ce mariage de la liberté d'entreprendre et d'une responsabilité, puisque finalement les entreprises de la grande consommation qui vendent des produits ont une responsabilité. Elles ont la responsabilité d'assumer la fin de vie de cet emballage à travers l'éco-conception, la mobilisation du public, la collecte, le tri, le recyclage, le réemploi, la réduction. Et vous avez aujourd'hui 30 000 entreprises françaises, des plus grandes aux plus petites, qui, à chaque fois qu'elles vendent un produit, contribuent. Donc elles payent, en fait, pour cette responsabilité. Donc elles internalisent, c'est 900 millions d'euros chaque année, elles internalisent leur externalité négative, hein, si je puis dire, pardonnez-moi le terme, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement on paye. Là, il y a un impact environnemental, il faut éco-concevoir, il faut collecter, il faut trier, il faut réemployer. Et donc elles assument pleinement cette responsabilité. Et je trouve que, alors c'est vrai que ça ne s'est pas fait tout seul, c'est-à-dire c'est quand même le mariage d'entrepreneurs qui avaient ces visions, vous avez parlé de M. Dalle, M. Ribou, et aussi de politique publique. Bien sûr. Voilà, à l'époque, la responsabilité élargie du producteur, c'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé aussi finalement par la loi. Et on voit que finalement, avec un cadre global à l'intérieur duquel les entreprises peuvent exercer leur liberté, on arrive à faire des choses, donc on arrive à collecter, trier, recycler 70% des emballages ménagers, 60% des papiers, économiser 2 200 000 tonnes de CO2 chaque année. Alors c'est à peu près 1 million de voitures qui tournent pendant une année. Et donc voilà l'effet de ce que c'est. Donc c'est possible, mais parfois on voit aussi qu'on a aussi besoin, en tout cas, du cadre dans lequel les entreprises vont pouvoir exercer cette responsabilité. Merci pour ce regard. Michel, qu'est-ce qui vous fait réagir sur cette définition? Je vais bâtir sur ce que disait Jean, parce que je crois que c'est assez fondamental, c'est ce changement de cadre. En fait, Milton Friedman nous disait, c'était à l'époque où j'étais étudiant en économie, profit, profit et profit. C'était ça la définition. Hein. Il n'y avait rien d'autre. C'était vraiment les trois facteurs. Je pense que le mouvement actuel, c'est la reconnaissance du fait que la notion de performance ne peut pas se limiter au profit. Donc on commence par redéfinir ce que c'est que la performance. Alors comment est-ce qu'on redéfinit la performance? Il faut intégrer l'ensemble des dimensions sur lesquelles l'entreprise a un impact.
Et donc cette notion d'impact est fondamentale, c'est lié à la raison d'être. Mais ça intègre le carbone, la biodiversité, ça importe les pollutions, etc. Donc dans cette notion de performance, par rapport à qu'est-ce qu'on veut optimiser, on va devoir la définir avec l'ensemble des parties prenantes, donc pas simplement avec les actionnaires. Donc c'est pas uniquement une question de profit, c'est aussi une question de clients, c'est une question d'employés, c'est une question de fournisseurs, c'est une question de la société civile. Et on va réintégrer le coût de ces externalités, comme vous le disiez, de manière à avoir une vision complète du PNL. Et là, par rapport à cette définition-là, on va organiser l'entreprise par rapport à une stratégie de développement et par rapport à toutes les actions qu'on va vouloir mener pour arriver à ce niveau de performance redéfini. C'est ce que vous faites, Thierry, notamment dans les actions que peu de gens connaissent, ou en tout cas pas assez, vos engagements et vos sociétés, finalement, qui sont dans l'accompagnement social. Racontez-nous comment vous êtes dans ce capitalisme déjà vertueux et plus humain. J'ai un peu de mal, là, parce que moi, je viens vraiment de la base, hein, du monde ouvrier. Et le capitalisme, franchement, on me l'a tartiné dans les banlieues rouges pendant des années. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de visage, qui n'a même pas de projet, qui s'adapte en permanence. Et finalement, il s'adapte en se servant de nous, de notre cupidité, de notre imprévoyance, de pas mal de choses qui font que le capitalisme prospère. Et quand vous demandez au capitalisme de changer, il change. S'il y a une poussée qui l'oblige à changer, il est efficace, mais il n'est pas juste. Donc ça veut dire que tout à chacun, au-delà de cette salle, il faut qu'on milite pour une économie qui ne soit pas une économie uniquement liée au profit, comme ça vient d'être expliqué. Personne ne tombe amoureux d'un PNL, mais de dire si on doit faire de la croissance, ça doit être de la croissance en conscience, à impact social et impact environnemental. Et de redonner ça aux plus modestes d'entre nous, de leur dire, eh bien, vous avez une carte à jouer, changez, ne soyez pas que des consommateurs ou des gens qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font, donc il faut instruire. Et c'est les grands combats à mener, c'est sur l'instruction, si on veut changer de société. Sinon, le capitalisme, il se fout de vous et moi. Il n'en a rien à foutre, il va s'appuyer sur notre cupidité, tout simplement, et s'adapter. Si on lui demande d'être vert, il sera vert. Regardez, on lui a demandé d'être bio, capitaliste. Il est devenu bio, il ne s'est pas occupé de la fracture sociale, il a fait une alimentation à 2 vitesses. Pour les plus modestes, eh bien, vous avez une alimentation industrielle et ultra transformée, et pour les plus aisés, eh bien, vous avez une alimentation locavore et très qualitative. Voilà, c'est ça le capitalisme. Alors maintenant, si vous voulez changer, c'est un combat avec vous et avec vous-même, sachant qui vous voulez être et quelle société vous voulez. Mais là, on peut tous partir dans les éléments de langage extrêmement bienveillants. Aujourd'hui, le capitalisme, s'il doit être vert, il sera vert. S'il doit être à impact social et environnemental, il sera à impact social et impact environnemental. Donc, à un moment donné, c'est à vous et à nous de construire la société que nous voulons, mais sur des fonds solides, pas simplement sur une adaptabilité du moment, parce que ça fait sens à ce moment-là. D'ailleurs, on voit très bien que quand on monte des entreprises à impact social et impact environnemental, c'est très joli à dire sur le papier, mais quand il faut aller chercher l'argent pour le faire, je peux vous assurer que c'est un combat de titans, c'est un combat élyséen. Et on va revenir sur notre responsabilité. Je voulais juste que Yann... Je voudrais, Yann, qu'on puisse aller plus loin sur cette notion tout à l'heure, finalement, de désiloter l'entreprise, le caritatif, l'association, etc. Finalement, il y a d'abord comment on est des acteurs économiques engagés comme Café Joyeux. Oui, moi je pense que, pour rebondir sur ce que dit Thierry, le capitalisme existe, il y a un système qui est là. Maintenant, comment on s'en sert ? L'argent, c'est un outil. Évidemment, si l'argent devient une fin en soi, on revient sur ce que disait Michel, profit, bon, so what, quoi. So qu'il se passe qu'il y a la majorité des gens sont mis sur le côté. Si on dit on va se servir du système et non pas l'exclure en disant moi je m'oppose au capitalisme, que c'est que des méchants, et qu'on s'en sert pour une raison d'être qui va vers le bien commun. Nous c'est ce qu'on a fait avec Litvin. Avant de choisir de lancer des restaurants ou des coffee shops, on s'est dit, notre mission, notre raison d'être, elle est très claire, c'est l'inclusion de la fragilité dans le monde économique par le travail, donc, et aussi par la rencontre. C'est seulement après qu'on s'est mis à faire du café et à lancer des restos. Et on l'a fait en se disant, finalement, c'est quelque part la garantie que là où beaucoup d'entreprises se cherchent une raison d'être
après coup. Et tant mieux, je veux dire, il n'est jamais trop tard. C'est beaucoup plus facile quand on démarre avec la raison d'être, et puis après on cherche le secteur d'activité. C'est ce qu'on a fait. En fin de compte, l'idée, pour quelque part s'affranchir aussi de ça, on a, j'ai envie de dire, un peu révolutionné le modèle juridique, parce qu'aujourd'hui on a un capitalisme, c'est une économie ordinaire, les cafés joyeux sont des SAS, des sociétés anonymes, qui sont détenus par un organisme sans but lucratif. C'est-à-dire que c'est le capitalisme sans actionnaires, quelque part, ou alors pas d'actionnaires institutionnels ni privés. Je pense qu'on invente quelque part un modèle de capitalisme d'entreprise désintéressée. Oui. C'est un petit peu comme si c'est une entreprise, parce que vive le système économique, ça vous permet d'accéder à des prêts bancaires, même si Thierry l'a dit, c'est pas évident, mais surtout quand on n'a pas une garantie de rentabilité immédiate. N'empêche, on sait qu'on n'est pas là pour servir un petit nombre d'actionnaires, puisque l'actionnaire unique des Cafés Joyeux, c'est un organisme type fondation qui n'a qu'une mission, c'est l'inclusion par le travail de personnes en situation de handicap. Donc on a la garantie que là où effectivement on a un modèle économique qui est très complexe, parce que je ne vous fais pas de dessin, là, dans un Café Joyeux, notre masse salariale représente à peu près 50 à 60% de notre chiffre d'affaires, là où dans un resto ordinaire, si je vous cite un coffee shop américain type Starbucks ou autre, c'est 20 à 23%. Donc compliqué d'être rentable dans notre modèle, mais c'est normal, on recrute 70 à 80% de personnes qui n'ont pas la même performance au départ. Mais notre but, c'est de faire de l'impact. On en a beaucoup parlé avec le BCG. Notre but, c'est pas de faire du profit pour servir les actionnaires, c'est de permettre de servir à la société de l'impact positif. Et ça, j'espère un jour qu'on arrivera à le mesurer, notamment grâce à l'aide du BCG. Et ça n'empêche pas, justement, d'être en concurrence avec des Aveyronnais ou qui font aussi de très bons plats, et des Américains, et notamment grâce à l'aide. Et c'est ça ce qui est formidable dans un modèle comme ça, c'est qu'il y a une générosité incroyable. Et j'ai envie à nouveau de dire merci Thierry, parce que Thierry Marx, depuis 1 an, il travaille dans ses ateliers avec nos équipiers joyeux sans que personne ne le sache. Il n'a jamais demandé à ce que ça se sache. C'est ce qui fait que quand vous allez au Café Joyeux, vous prenez une tarte salée fine, mais elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Et c'est la fierté de nos équipiers. Ils sont là avec leur handicap, peut-être, n'empêche qu'ils n'ont pas à rougir face à ce qu'on vous sert sur le trottoir d'en face. Et merci la générosité des spécialistes. Merci les talents qui se mettent au service d'un projet qui finalement sert le bien commun dans un système économique ordinaire. Merci Thierry de nous offrir ce savoir-faire, évidemment. Je vais donner la parole aux étudiants dans un instant. Je voudrais juste que l'on puisse éclairer. Pardon Thierry, je voulais pas. Non, je voulais remercier Yann, mais encore une fois, c'était juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire comprendre à une société qu'il y a des gens qui apprennent pour faire. La plupart de ces étudiants, des gens qui sont ici, ont appris pour faire. Et puis il y avait une partie de la société qui était dans le faire pour apprendre. Et il ne fallait pas mépriser cette société. Au contraire, il faut l'inclure. Et tout le travail de l'inclusion, il est là, de faire une société qui fait peuple. Au sens généreux du terme. Bien sûr. Et c'est ça l'intérêt d'une nouvelle économie et de penser un modèle capitaliste différent. Encore une fois, je le redis, le capitalisme n'est pas juste. Il est efficace, mais il n'est pas juste. Pour le rendre juste, il faut faire peuple et redonner du sens à l'impact social et à l'impact environnemental pour avoir une croissance en conscience. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui. Des choses précieuses, évidemment. Justement, parce que là, en filigrane, on parle de la responsabilité des entreprises. J'ai envie de savoir, Jean-Paul, notamment, puisque, évidemment, vous êtes un groupe avec plein de marques emblématiques. D'abord, ce que vous faites depuis très longtemps que l'on ne sait pas, mais comment, nous, consommateurs aussi, nous avons nos propres responsabilités. Parce que dans tous les débats que j'anime, on est tous les premiers à taper sur l'État, il le mérite, sur les journalistes encore plus. Mais on se déresponsabilise, nous, très souvent, en disant que c'est la faute des autres. Alors, c'est la faute de ces salauds de capitalistes qui sont autour de la table, etc. Mais nous, les salauds de consommateurs, on oublie que peut-être dans notre acte d'achat, dans notre acte en fait de communication avec les marques, peut-être aussi que c'est à nous d'agir et de demander comment, Jean-Paul, finalement, vous travaillez avec cette responsabilité entreprise, mais comment les citoyens, les consommateurs, vous ont poussé à travailler un peu plus sur le climat, sur l'eau, sur la biodiversité, sur vos déchets. Pour être franc, c'est pas les consommateurs qui nous ont poussés, parce que on l'a vraiment fait depuis le départ. Après, je pourrais vous raconter tout ce qu'on a fait. Vraiment, L'Oréal a fait une révolution en matière environnementale, durabilité, sociale, sur ces 10 dernières années, et on l'a vraiment fait parce qu'on voulait le faire. Oui. Et pour reprendre aussi la question précédente, moi je pense que le capitalisme n'est ni méchant, ni idéal.
il y a de tout dans le capitalisme. Et dans le fond, le capitalisme, c'est un grand mot pour dire qu'il y a des entreprises. Les entreprises, c'est des aventures collectives. Et il y a des entreprises qui font des choses bien et des entreprises qui font des choses moins bien. Et donc, c'est assez difficile, je trouve, de généraliser. En tout cas, dans notre cas, on a essayé de faire les choses bien. On peut toujours faire mieux. Mais on ne l'a pas fait fondamentalement pour les consommateurs. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les consommateurs ne savent pas ce qu'on fait. Comme on a 30 marques, dont 29 qui ne s'appellent pas L'Oréal, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui utilisent de nos marques qui ne savent pas que c'est L'Oréal. Et donc, aussi parce qu'on ne voulait pas faire de récupération. On a fait ce qu'on pensait devoir faire et qu'on voulait faire au point de vue social, environnemental, durabilité, parce qu'on pensait que c'était notre devoir en tant qu'entreprise. Et progressivement maintenant, les marques également s'engagent et sont plus transparentes dans ce qu'elles font également elles-mêmes ou dans en quoi elles représentent l'entreprise avec ce qu'elle fait derrière. Donc, mais là, vous avez raison, Nicolas, c'est que de plus en plus, les marques s'engagent. Les marques ont une responsabilité, les marques doivent être transparentes et les consommateurs peuvent après faire leur choix en fonction de quelle marque ils veulent soutenir ou pas. Vous travaillez sur la ressource, sur l'eau, sur les emballages, sur la protection du climat, sur la biodiversité. Ce sont des sujets quotidiens chez vous. Oui, pas uniquement. J'aurais cité un autre exemple, parce que justement là aussi pour dire que le capitalisme n'est pas toujours horrible. Au contraire, par exemple, on a créé en 2013, donc il y a presque 10 ans, un programme on l'a fait parce qu'on pensait devoir le faire, qui est la mondialisation de la protection sociale. Puisqu'on sait qu'en France, il y a une protection sociale quand même assez avancée, mais comme nous, on est présent dans 100 pays, on s'est dit, il y a plein de pays, les Philippines, la Colombie, le Pérou, l'Indonésie, dans lesquels la protection sociale, il n'y en a pas, ou il y en a peu, ou elle n'existe pas. Et donc, on a mondialisé la protection sociale en matière d'avantages pour les salariés, en matière de santé, en matière de prévention, en matière de protection en cas d'accident. Et on a lancé ce programme qui s'appelle Share and Care. Et en fait, moi j'ai eu un coup de fil du patron de l'Organisation internationale du travail qui m'a appelé et qui me dit « Monsieur Agon, ce que vous faites, L'Oréal, c'est incroyable. » Je lui ai dit « Pourquoi c'est incroyable? C'est normal, non ?» Non, il m'a dit « Vous êtes la première entreprise dans le monde à faire ça. » Et on l'a fait encore une fois, parce qu'on pensait qu'on devait le faire. Et donc, on a mis en place ce programme qui fait que tout employé, salarié, dans n'importe quel pays du monde, au Bangladesh, encore une fois, dans tous les pays, a un niveau de protection sociale inédit, ce qui d'abord est une bonne chose pour les employés eux-mêmes, mais qui en plus fait progresser la conscience sociale dans chacun de ces pays. Parce que ce qui est très important pour une entreprise mondiale, et c'est là où je crois qu'une entreprise mondiale peut avoir un rôle vraiment très moteur et pour faire progresser les choses et progresser le monde, c'est qu'une fois qu'on a une entreprise dans un pays, encore une fois, si on prend l'exemple de l'Indonésie, si on établit ce nouveau standard en matière sociale, eh bien, on sert d'exemple à la fois pour d'autres entreprises, à la fois pour le gouvernement qui peut s'en servir comme standard, etc., etc. Donc je pense qu'on peut faire des choses bien quand on veut. De l'humain dans le capitalisme. Les étudiants sont là, on prépare des questions. Je vous laisse interpeller vos invités. On va vous donner l'un des micros. Mademoiselle, qui porte les micros chez nous? Très bien, je ne sais pas. Donc on vous donne l'un des micros, pardon. Bonjour. Qui prend la parole en premier? Très bien. En deuxième? Allez-y. Non, si. Ping-pong. Bonjour. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, donc enchanté, Tanguy, étudiant en école de commerce en 3e année. J'ai entendu beaucoup de choses. Alors, Monsieur Agon, vous avez modéré les propos sur la fin en disant qu'il y avait des entreprises qui faisaient des choses bien, des entreprises qui faisaient des choses pas bien. On a ici des exemples d'entreprises qui font des choses bien, justement. Mais le capitalisme, c'est pas que ça. C'est aussi des entreprises qui font faire travailler les Ouïghours en Chine. C'est aussi des entreprises qui vont rester en Russie, qui vont continuer à faire du business en Russie et qui vont continuer à investir en Russie. Encore aujourd'hui, il y a des entreprises qui disent qu'elles continuent à investir là-bas. C'est des entreprises qui vont licencier des patrons qui ont pourtant un engagement environnemental fort. Je pense par exemple Danone et Emmanuel Faber. Enfin, en entreprise, on regarde toujours aussi la top line dans les PNL. Est-ce que je peux vous inviter à poser votre question? Donc il y a aussi toutes ces considérations à prendre en compte dans le capitalisme. Et donc ma question, je vais la diriger plutôt vers M. Fredo et M. Elias. Est-ce que vous vous engagez, est-ce que vous, quand vous parlez de responsabilité, d'engagement social, environnemental, est-ce que vous êtes d'accord, vous seriez prêt à arrêter de travailler pour des entreprises qui aujourd'hui continuent
à alimenter ces modèles, continuent à investir pour des projets qui détruisent l'environnement, ça Total, etc. Je crois qu'ils ont entendu la question. On va les laisser répondre si vous voulez bien. Merci en tout cas de la passion que vous mettez. Je vais juste vous demander, et c'est le job de modérateur, que l'on soit évitons les généralités dans les questions que l'on pose, évitons les accusations en général pour prendre soit des faits étayés, soit voilà. Mais en tout cas, bien sûr. Mais Michel va vous répondre avec Hervé. Allez-y. Donc c'est moi qui démarre. Ouais, patate chaude. C'est Tanguy qui vous a passé la patate. Non, mais c'est pas une patate chaude. Je pense que c'est une bonne question et on se la pose en permanence. D'abord, notre métier, c'est d'aider nos clients à bâtir un avantage concurrentiel durable dans la durée. Bon, il suffit durable en plus sustainable. Et donc, on prend les sociétés là où elles sont et on les aide à s'améliorer. Donc, qu'est-ce que c'est un avantage concurrentiel par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure? La notion de performance et de valeur et d'impact est au cœur de cet avantage concurrentiel. Donc, on n'est plus du tout, et en particulier en France, où les sociétés sont plutôt en avance, avec un département sustainability, développement durable, qui fait ses trucs dans son coin, et la boîte qui serait déconnectée du reste. Qui serait déconnectée du reste. On est vraiment ces thématiques-là au centre de la stratégie, qui se répercutent sur la manière dont la boîte gère sa R&D, son manufacturing, son procurement, sa finance, etc. Donc c'est cette trajectoire-là qu'on accompagne. Et donc si une société est de bonne volonté et veut progresser sur ces dimensions-là, je pense qu'on est là pour les aider, qu'ils soient dans des secteurs fortement émetteurs en termes d'effets de serre, de gaz à effet de serre, ou pas, qu'ils soient pollueurs sur la biodiversité, ou pas, à partir du moment où ils rentrent dans cette trajectoire-là. Donc la question que vous posez, c'est que quand on va avancer dans cette démarche, que des standards et des politiques vont commencer à se mettre en place et que du coup, il y aura un cadre légal, que des objectifs vont se fixer et qu'on va voir des boîtes qui vont refuser de formuler ces objectifs et de rentrer dans cette trajectoire-là. Alors là, oui, je vous le dis, on se posera la question très sérieusement de continuer à travailler avec ces sociétés-là. Hervé, pour continuer. Alors je vais vous répondre, Tanguy, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Thierry Marx. Le capitalisme, c'est des grandes fortunes, c'est des grands fonds de pension, mais c'est aussi tout le monde dans la salle aujourd'hui. C'est nos retraites, c'est-à-dire c'est les fonds qui sont investis avec nos retraites. Donc à un moment, il faudra aussi se poser la question de ce que l'on veut dans les arbitrages entre la performance financière, quel niveau de retraite est-ce qu'on veut dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, et la durabilité des entreprises. Le problème est qu'aujourd'hui, dans la mesure de la performance des entreprises, l'aspect financier est absolument prégnant. Et d'ailleurs, notre système de comptabilité, il est fondé sur le financier. On sait définir un revenu, un profit, un EBITDA. En revanche, qu'est-ce qu'une entreprise socialement responsable ou qu'est-ce qu'une entreprise écologiquement performante? Ça, ce n'est pas défini aujourd'hui. C'est le grand projet de la Commission européenne que d'avoir à 2 ans un corps de normes dits extra-financiers qui soit du même niveau de qualité que les normes financières. Et ça, j'y crois beaucoup. Et je peux vous dire que toutes les entreprises, L'Oréal en premier, sont très engagées dans cette transformation. Alors maintenant, sur votre question, Tanguy, nous, on est dans un métier où on a une politique d'acceptation non seulement de tous nouveaux clients, mais tous les ans, on doit se poser la question de savoir si on garde nos clients. Et sur des sujets d'éthique ou des sujets de gouvernance, on ne rentrerait jamais dans des entreprises qui n'ont pas de gouvernance ou des entreprises qui ne sont pas éthiques. En revanche, aujourd'hui, sur la question environnementale, je pense qu'on ne va pas assez loin, et en particulier parce qu'on ne sait pas mesurer l'impact environnemental d'une entreprise. Je peux vous dire que quand on publie des bilans carbone, je vous invite à aller dans le détail du bilan carbone. Il n'est pas normé, il n'est pas homogène, il n'est pas comparable entre 2 entreprises. Merci. Je vous ai vu réagir, Jean. Oui, simplement parce que je pense que là, il y a un point fondamental qui est un peu comment on peut marier écologie et économie. Oui. Et c'est quand même mettre un prix sur les choses. Et quand vous parlez de rapport extra-financier, moi je rêve qu'un jour, il n'y ait plus de rapport extra-financier, mais que l'impact environnemental soit dans le rapport financier. Et que l'impact planétaire, quand on va acheter ou se sourcer très loin pour pas cher, avec un impact carbone qui est désastreux, figure dans le compte d'exploitation de l'entreprise. Et je pense qu'à ce moment-là, dès lors qu'il y a un prix, dès lors qu'il y a une économie, on va avoir... Tout ça va pouvoir bouger. Et je pense que l'évolution des normes comptables, il y a des discussions aujourd'hui sur les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières qui sont importants. Nous-mêmes, Citeo, en fait, qu'est-ce qu'on représente à la base? J'ai dit tout à l'heure, finalement, on internalise
une externalité, on met un prix, et du coup l'incitation est forte ensuite pour les entreprises à réduire leur impact parce que c'est à l'intérieur et constitutif de leur prix et de leurs objectifs. Pour rappel, vous avez connu Citeo pour l'une de ses parties qui était éco-emballage à l'époque, pour bien comprendre ça. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans la question de Tanguy, c'est le pouvoir qu'ont les entreprises de choisir des prestataires qui sont vertueux ou les obliger à l'être finalement, que ce soit sur des questions sociales, sur des questions aussi politiques, et évidemment sur les marchandises qu'elles vont vous proposer. Donc Tanguy vous demande si, et L'Oréal, vous avez le poids pour le faire avec, dans votre politique d'achat notamment. Ah oui, on le fait depuis déjà pratiquement une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on fait des audits sociaux et éthiques chez tous nos fournisseurs. Donc il y a des milliers d'audits qui sont faits tous les ans et on ne travaille qu'avec des fournisseurs qui ont prouvé qu'ils étaient absolument exemplaires également en matière d'éthique, en matière de droit du travail, en matière de salaire décent, en matière de conditions de sécurité, etc. etc. Donc vous avez tout à fait raison, c'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Moi je pense que la transformation, encore une fois le capitalisme, c'est pas une masse unique, il y a de tout. Et ça se transforme, et ça se transforme de l'intérieur. C'est-à-dire que certaines entreprises, si elles veulent vraiment le faire, elles y vont, elles montrent l'exemple, et derrière, elles emmènent avec elles leurs filières, leurs fournisseurs, et même parfois les concurrents. Parce que ce qui est très intéressant dans notre cas, c'est qu'on emmène même nos concurrents. Bien sûr. D'abord, parce que c'est pas un domaine concurrentiel, c'est un domaine, au contraire, de progrès collectif. Que quand une autre entreprise voit qu'il y a L'Oréal, par exemple, qui fait des progrès majeurs là-dedans, elle a envie de le faire aussi, et on partage avec nos concurrents. C'est même d'ailleurs le seul domaine dans lequel on partage toutes les techniques, toutes les recettes, tous les moyens avec nos concurrents, parce qu'on a envie que toute l'industrie progresse. Et ça répond finalement aux attentes de la nouvelle génération que Tanguy incarne bien là, c'est tirer les gens vers le haut et vers le mieux et vers le meilleur. Merci d'avoir posé la question. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, je m'appelle Imane et je suis étudiante en licence d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Ornin. Vous aviez parlé du lien entre économie et écologie. J'ai une citation de Philippe Stark. Le recyclage n'a été inventé que pour pouvoir continuer à consommer tout en gardant la conscience tranquille. En parallèle à vos activités de recyclage, est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit plus préventif d'intervenir en amont dans la chaîne de production? Merci. Si vous voulez taper sur Philippe Stark, c'est le moment parce qu'elle vous a tendu une perche. C'est quoi son métier? Il vend des produits? Il faudrait que j'aille le voir pour savoir si ces produits sont bien éco-conçus pour qu'ensuite on puisse les réemployer ou les recycler. Non, le recyclage n'est pas une invention des temps modernes. Le recyclage existe depuis l'Antiquité. Et le premier emballage d'ailleurs qui a fait l'objet d'un recyclage, c'est l'amphore, celle qui transportait le vin, l'huile, et donc c'était le premier emballage à usage unique. Donc vous voyez que c'est pas tout neuf. Et nos grands-mères, etc. Après, finalement, on voit bien. Enfin, pour moi, je peux le dire, pour vous peut-être moins, mais en tout cas, recycler, réemployer, faire réutiliser absolument tout. Donc en fait, sortir d'une économie linéaire pour être dans une économie dite circulaire, c'est tout à fait quelque chose qui est faisable. Et donc, le recyclage, après, il n'est pas magique. Je veux dire, nous, effectivement, on est engagés depuis le début. On avait des décharges à ciel ouvert, on jetait tout un peu n'importe où, enfin on l'a un tout petit peu oublié, mais aujourd'hui, le geste de tri est devenu le premier geste éco-citoyen en France. On recycle 70% des emballages ménagers, 60% des papiers. Il nous reste beaucoup de chemin à faire en termes de réduction, tout ce qu'on peut arriver à réduire, parce que finalement pour les entreprises, c'est un coût, l'emballage. Donc en fait, si on arrive à réduire l'utilisation de la matière, parfois faire des changements de matériaux, sortir du plastique, rentrer dans les solutions cellulosiques, passer au réemploi, parfois on voit que le réemploi offre des meilleures solutions, et continuer à recycler pour sortir de cette économie linéaire. Et c'est un sujet, et j'arrête là, en fait on a un autre sujet quand même qui nous concerne particulièrement, qui est un sujet mondial, qui est la pollution des mers et des océans par les plastiques, et donc c'est un sujet très international dans lequel on voit que des systèmes comme la responsabilité élargie du producteur mériteraient d'être développés dans tous les pays du monde. Merci pour la question, merci pour la réponse. Jeune homme, bonjour. Bonjour, alors Brice Delamarche en école de commerce. J'aurais aussi une question par rapport à l'emballage et au recyclage. La France et d'autres pays en Europe ont interdit notamment l'utilisation du plastique.
Mais la France est allée plus loin en interdisant aussi l'utilisation de plastiques végétaux, dont le PLA, car l'industrie du recyclage en France est pas du tout prête à assimiler ce genre de matière dans son processus, ce qui a engrangé à la suite de l'utilisation des couverts en bois un retour aux couverts en plastique de part de l'État, qu'ils ont fait marche arrière, car les personnes en situation de handicap n'arrivaient pas à piquer, et je suis sûr qu'on a tous fait les frais ici d'utiliser des couverts en bois qui piquaient mal ou coupaient mal. Alors d'où ma question, comment résoudre ce retard pris par l'industrie du recyclage dans ces nouveaux domaines et des nouveaux matériaux qui impactent aussi, qui oblige l'État à faire un choix entre le durable et le social. L'utilisateur, le recycleur pourront vous répondre, allez-y. Déjà, très concrètement, sur les bioplastiques, ce qu'on appelle des bioplastiques. S'il vous plaît, attention, c'est pas parce qu'il y a marqué bio que c'est biodégradable, c'est du plastique. Donc que le plastique vienne de sources pétrolières ou de canne à sucre ou d'amidon, etc., ça reste du plastique et ça ne s'envoie pas dans la nature. Il faut le recycler. Donc il faut le collecter, il faut le traiter, il faut le recycler. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas des plastiques qui se dissolvent dans la nature. Le PLA n'est pas interdit du tout. Donc il est tout à fait autorisé. Il est assez vieux d'ailleurs et pas encore très développé. PLA, il n'y a que vous deux qui comprenez ce que c'est. Moi, je peux raconter ce que c'est. En une phrase. Ça s'appelle acide polylactique. C'est un plastique de source végétale. Voilà. Mais c'est un plastique. Donc on peut faire des bouteilles avec, de la même façon qu'on fait des bouteilles avec du plastique pétro-sourcé. Et le deuxième sujet sur les couverts en plastique sont interdits. Donc effectivement, il a fallu trouver des... Donc ils sont aujourd'hui interdits. Et d'ailleurs, la réglementation fait son office dans ce domaine-là. Effectivement, on a considéré que c'était plus très utile. Ils ont été réautorisés à l'instant par le gouvernement. Et les entreprises comme Aluplast ou Aluplast, eux, n'ont plus l'autorisation et ont reçu l'ordre de ne plus vendre de PLA depuis maintenant 1 an. Et l'ont retiré de leur catalogue en France. Mais ils ont le droit, par exemple, de le vendre en Espagne ou dans d'autres pays, mais sauf la France. Ok, bah écoutez, si le PLA est devenu interdit, je l'apprends. On prendra vos coordonnées pour vous discutiez tous les deux après de tout cela, pour proposer un texte au gouvernement. L'utilisateur que vous êtes, Jean-Paul Agon, on vous demande, vous, ma bouteille de shampoing recyclable, on vous demande mon pot de crème de nuit de jour aussi. Bah, bien sûr, d'ailleurs c'est le sujet majeur, parce que en fait, dans notre industrie à nous, enfin chez L'Oréal par exemple, maintenant 95% des formules vont venir d'ingrédients biosourcés, donc il n'y a plus de problème du tout, c'est de la chimie verte, donc il n'y a plus de problème du tout au niveau des formules. Le problème qui reste à régler, c'est le problème des emballages, parce que par définition, on ne peut pas tout vendre en vrac. Et donc c'est pour ça qu'on a pris l'engagement, il y a deux choses que j'aurais dit, on a pris l'engagement d'abord d'ici 2030, ce qui est quand même pas très loin, 100% de nos emballages viendront de plastique recyclé, donc on rentre dans ce qu'on décrivait avant, c'est-à-dire la circularité. Et deuxièmement, on est co-actionnaire, on a investi dans une petite entreprise française qui s'appelle Carbios, qui sont des gens absolument géniaux, qui sont les premiers dans le monde à avoir inventé un processus de désintégration enzymatique du plastique. Parce que le problème du plastique, comme tout le monde le sait, c'est pour ça qu'il se retrouve dans la mer, partout, etc., c'est qu'il ne se détruit pas. Il peut rester des dizaines, centaines, peut-être plus milliers d'années. Et donc le vrai sujet, c'est comment se débarrasser de ce plastique. Et donc, ils travaillent sur des enzymes en fait qui vont qui bouffent le plastique, des enzymes, donc des êtres vivants, des petits êtres vivants qui bouffent le plastique. Et donc on est en train peut-être de trouver une solution. Et la France serait à l'origine de cette grande innovation qui peut changer la face des choses pour pouvoir résoudre le problème de la véritable récupération du plastique et sa transformation. Yann, c'est une question qu'on a souvent posée aux industriels qui inventent des nouveaux produits, mais des produits pour lesquels il n'existe aucune filière finalement, ni de récupération, ni de transformation, ni de recyclage derrière. Ça a été le cas historique dans les capsules de café. On a créé des capsules de café super modernes, on s'est tous précipités sur la super machine, le super café, mais derrière personne n'avait finalement le sujet, la baguette magique pour transformer ces capsules derrière. Il a fallu créer la filière. Et le grand groupe, on peut le dire, aujourd'hui vertueux. C'est très bien. J'adore.
Il sortira les caleçons derrière, Joyeux, tout ça. C'est un sujet aussi, j'imagine, quand on a une marque vertueuse comme Joyeux. Non, mais comme vous me questionnez sur la question de la capsule, bon là, on est dans un sujet qui est effectivement très très vaste. On en parlait tout à l'heure avec Jean. Bon, nous, on a lancé, je le dis, la torréfaction de café. Le café, ce n'est qu'un moyen de réaliser notre raison d'être, notre mission, qui n'est autre que de permettre des personnes en situation de handicap de travailler. Alors après, on a commencé à lancer des capsules compatibles Nespresso. On les a fait en home compostable. Et puis on s'est fait tirer les oreilles en disant attention, c'est pas vraiment compostable. Alors là, il y a des tas de sujets. Donc finalement, j'ai beaucoup observé ce que faisaient les grandes marques là-dessus, parce qu'effectivement, on doit essayer d'être exemplaire à tout point de vue. On peut pas dire on s'occupe. De même que je trouve ça assez fou dans ce monde où en fait on est très très préoccupé par le climat. Et c'est vrai. Mais on en finit par oublier les gens. Bien sûr. Il y en a quand même pas loin d'1 milliard de personnes qui meurent de faim dans le monde. Alors, est-ce que c'est lié au climat ? Pas forcément. Et surtout, juste à notre porte, on a des gens qui sont laissés pour compte. Nous, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est qu'on se dit comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes, à cause de leur différence, à cause de leur handicap, qui n'aient pas accès au travail. Est-ce que vous savez qu'en France, est-ce qu'il y en a qui savent combien il y a de personnes qui portent un handicap mental en France ? Vous diriez combien, Tanguy ? 6,6%. Alors, non, enfin... Ah oui, alors ça c'est dans le monde peut-être. En France, c'est 750 000 personnes. Seulement, parmi ces personnes-là, la plupart ne travaillent pas. C'est déjà énorme. La plupart ne travaillent pas. Et ceux qui travaillent dans des établissements adaptés, protégés, et tant mieux, vive le médico-social pour ça. Seulement 0,5% travaillent dans une entreprise ordinaire. Je dévie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'on a lancé les capsules. C'est pour ça qu'on a lancé le café. C'est pour pouvoir permettre ces personnes de travailler dans nos restaurants. Alors, on a lancé une capsule bio home compostable, et puis finalement, on va passer à l'alu, parce qu'on nous a expliqué que l'alu, c'était mieux. Mais alors là, je ne veux pas débattre là-dessus, parce que c'est pas mon expertise. Et c'était pas le sujet. Je voulais pas t'embêter là-dessus. Par contre, on a lancé du grain. Mais j'ai vu. Acheter du grain. On a bien vu. Et vous pouvez même acheter des machines. Et là, ça vous fait votre broyage automatiquement. Je pense que on le vend dans beaucoup d'entreprises. L'Oréal, Mazars, BCG achètent du café Joyeux et permettent aux collaborateurs de contribuer à notre modèle. C'est formidable. Merci de le dire aussi bien. Mademoiselle, vous avez le micro devant moi pour poursuivre la discussion. Oui. Bonjour. Bonjour, je suis Maud Evrard, je suis étudiante en droit à Paris 1. Et du coup, j'allais rebondir justement sur ce que vous disiez. Donc sur le fait que vous embauchez essentiellement des personnes souffrant de troubles mentaux. Votre système est fabuleux et je voulais savoir, est-ce que vous avez des idées de comment on pourrait généraliser ce système pour ouvrir plus largement le monde du travail à ces personnes, quel rôle peuvent jouer les différents acteurs, et puis vous pouvez tous aussi répondre sur si vous, dans vos entreprises, vous prenez ça en compte dans le recrutement de vos employés et comment vous pouvez essayer de rendre plus inclusif vos entreprises. L'accueil de la différence, du handicap en particulier, Yann, et puis vous tous pour répondre. Moi, je ne veux pas monopoliser la parole, je veux juste dire que c'est évidemment l'affaire de tous. Merci pour votre question. Ce n'est pas les cafés Joyeux qui vont solutionner la question. Nous, on essaye de faire le mieux pour faire le bien. Et on met tout notre cœur pour ça. Après, évidemment, quand vous regardez les chiffres et les statistiques, vous parliez de 6,6%. Ce chiffre-là donne le vertige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, il y aurait, je n'ai pas compté, mais je sais qu'en France, en tout cas, je suis sûr de mon chiffre, puisque c'est un chiffre qui vient du secrétariat d'État des personnes handicapées, c'est 750 000 personnes en France. Dans le monde, ça représenterait, selon cette statistique, 400 millions de personnes. Et on a commencé à faire une étude à l'étranger. Le taux d'emploi de ces personnes-là, puisqu'on est sur le thème de l'économie, il est de 0,5% dans une entreprise ordinaire. À nouveau, c'est injuste. Mais je ne vais pas solutionner ça tout seul. Nous, on est en train de montrer l'exemple. On essaye, on a 100 équipiers Joyeux, bientôt 100, qui sont remis à l'emploi. Mais après, on va créer de l'impact grâce à un diplôme, grâce à on joue le rôle de passerelle. Et là, le BCG nous aide beaucoup pour voir comment est-ce qu'on peut mesurer cet impact et permettre à ces équipiers Joyeux d'aller travailler dans des entreprises comme L'Oréal, comme Mazars, comme d'autres. Et c'est l'affaire de tous. C'est ça qui sera magnifique. Ce que nous dit Yann, se saisit la question. Ce que nous dit Yann et ce que va compléter Thierry Marx, c'est que l'un des sujets à l'inclusion, notamment sur le handicap, mais aussi sur des difficultés sociales, sur des injustices sociales, c'est notamment la formation. Emmenez-nous
avec vous dans vos cuisines, Thierry, et comment vous pratiquez l'inclusion justement en remettant des gens de toute génération, d'ailleurs, au plus proche de l'emploi, en les formant à la boulangerie, à la restauration. Oui, merci pour cette question parce qu'elle est passionnante. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'environnement. Et il y a 15 ans, je m'étais lancé dans le HQE, haute qualité environnementale pour mes restaurants et pour les hôtels que j'avais à piloter. Et puis finalement, je m'apercevais que la partie sociale n'était pas forcément la plus représentative. Donc j'ai inversé un petit peu les choses et j'ai mesuré l'impact social d'abord et ensuite je suis allé sur l'impact environnemental. Je pense que nous réussirons à parler d'environnement de façon beaucoup plus large quand nous réussirons vraiment bien l'impact social dans nos entreprises. Bon, ceci dit, après, j'ai essayé de mesurer combien je pouvais avoir de personnes en inclusion dans l'entreprise. J'ai commencé par 5%, 10%, 15%, et aujourd'hui, sur l'ensemble des établissements, on a à 20% de personnes en inclusion dans nos entreprises. C'est compliqué, parce que ça nécessite de mettre un management nouveau pour que les collaborateurs comprennent l'intérêt de l'inclusion. On a tous, et moi le premier, nous avons tendance à fermer la porte derrière nous quand nous avons été formés, que les autres se débrouillent. Donc ça veut dire qu'il faut remettre une société en place et remettre des modèles de management en place pour que l'inclusion soit plus fluide en entreprise. Mais je voudrais ajouter que les publics que nous avons sont des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi en grande précarité, et migrants statutaires, et puis des personnes qui sont sous main de justice. Dans certains quartiers, et je vous parle de la France, je pourrais aussi vous parler de l'international, nous avons 2 écoles à l'international, mais en France, nous avons des décrochages de scolarité à 12 ans. Et par le prisme de la PJJ, je dois accompagner des personnes qui, à 18 ans, ont déjà un passé extrêmement compliqué. Vous voyez, ça fait des publics qui sont attachants, parce qu'il faut vraiment travailler pour que, globalement, la société réussisse avec l'inclusion de ces personnes. Donc, on commence aujourd'hui dans l'entreprise à mesurer l'inclusion fortement, et nos écoles permettent à des personnes qui, à un moment donné, ne voulaient pas un emploi. Parce qu'on nous a beaucoup tartiné, et notamment dans les rhétoriques de plateau, télé, qu'il fallait trouver de l'emploi. Nous, on a décidé de trouver des projets et de ramener les personnes à regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Parce que sinon, les personnes se croient assignées à un quartier ou à une précarité ou à un échec. Donc on leur a dit non, il y a une autre possibilité, et surtout de faire des formations extrêmement rapides. Nous, on parle de 12 semaines. Et on explique tout de suite aux personnes que nous avons informées qu'il y a une monnaie d'échange. La formation est gratuite, mais il y a une monnaie d'échange. Elle n'est pas en euros, elle n'est pas en dollars, elle est en RER. Rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est votre projet. Engagement, on va vous aider à lâcher la main du passé. Régularité, on va dire que pendant ces 12 semaines, il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Et aujourd'hui, sur 15 ans, nous avons 92% de retour à l'emploi. Et sur certaines associations, nous avons 100% de retour à l'emploi. Wow. Parce qu'on a pris l'idée du projet, pas l'idée de l'emploi par défaut. Et puis, je voudrais ajouter que nous voulons aller plus loin dans la formation et aller au cœur de ces quartiers, mais aussi au cœur de la ruralité, pour aider des personnes qui, des fois, ne comprennent pas l'enjeu environnemental et ont besoin d'un soutien pour qu'on puisse les ramener dans l'idée d'un projet et d'un projet épanouissant. Merci Thierry. J'ai vu la réaction de Jean-Paul Agon et d'Hervé Elias. Non, juste pour dire que bravo Thierry, parce que nous, on n'a pas réussi à monter jusqu'à 20% encore, mais on est déjà entre 6 et 7%. Et je veux dire que c'est aussi grâce à Yann, puisqu'on avait, avec le BCG, remis le prix de l'entrepreneur social il y a 2 ans à Yann. Et je voulais juste témoigner sur le fait que l'effet positif sur les équipes est extraordinaire. C'est-à-dire que le fait d'engager des gens qui ont un handicap, quel qu'il soit, dans une équipe, crée un nouvel état d'esprit dans l'équipe. Un état d'esprit de solidarité, d'amitié, de camaraderie, etc., qui est tout à fait extraordinaire et qui est très positif. Pour l'instant, c'est plus difficile, nous, à l'étranger, parce que les lois ne sont pas les mêmes partout et c'est plus difficile de le faire dans tous les pays du monde. Mais on va le faire aussi. En plus d'avoir fait beaucoup de travaux sur la diversité dans le groupe L'Oréal, qui a été un sujet passionnant et que vous portez à bras le corps avec vos équipes. Hervé, vous allez recevoir, vos équipes travaillent en coulisses avec Yann pour accueillir un café joyeux au cœur de votre entreprise bientôt. Mais c'est peut-être pas le sujet là, mais je vous ai vu réagir aussi au propos de Thierry Marx. Non, je crois qu'il y a 2 façons de lutter contre l'exclusion, et ce n'est pas simplement sur le domaine du handicap. Le premier, c'est tout ce qui va toucher à l'apprentissage, à la formation, à la capacité de nos entreprises à donner des stages et puis surtout à donner les codes
à ceux qui ne les ont pas reçus, parce que ce monde est un monde de codes aussi, et ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études longues, souvent n'ont pas ces codes. Et puis la deuxième recette qui pour moi est tout aussi importante, c'est les partenariats entre le monde de l'entreprise et les associations. Il y a beaucoup de très belles associations. Ces associations, elles manquent aujourd'hui souvent de professionnalisme, elles manquent aujourd'hui de ressources, et elles manquent aujourd'hui d'argent, il ne faut pas se le cacher. Et nous, on a cette capacité à apporter les ressources, en hommes et en femmes, mais on a aussi cette capacité à faire des levées de fonds, à attirer de l'argent, et ce partenariat, c'est un partenariat, à mon avis, gagnant-gagnant. On s'engage, moi je m'engage beaucoup pour une association qui s'appelle aujourd'hui Ma Chance, moi aussi, que je vous invite à découvrir, qui prend des enfants à partir de 5 ans dans des quartiers défavorisés, les enfants les plus en difficulté des quartiers défavorisés, et qui les accompagne tous les soirs, après 16h30, tous les mercredis, et pendant les vacances scolaires, de 5 ans jusqu'à 12 ans. Ils ont 400 enfants aujourd'hui, et ça demande des fonds, ça demande des ressources, mais voilà le type de projet auquel moi j'ai envie d'adhérer. C'est ça qui me fait lever le matin. Et merci d'en parler ici. Merci pour la question tout à l'heure. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, Camille Ponce, étudiante à Sciences Po Toulouse. Donc j'ai une question pour Monsieur Marx. Donc vous êtes un chef reconnu et donc vous côtoyez le milieu de la gastronomie, voire très haute gastronomie, et par extension le milieu du luxe. Sauf que le luxe est par nature en opposition avec l'égal accès aux ressources, et pourtant, vis-à-vis de vos actions, vous êtes engagé pour tenter de réconcilier le luxe avec l'humain. Donc ma question va être plutôt personnelle, c'est que pensez-vous qu'à long terme, le luxe puisse réconcilier et se réconcilier avec le capitalisme, et surtout, est-ce qu'il peut le tendre à devenir humain et vert? Merci de cette question parce qu'elle m'anime, je crois, à l'économie de la qualité. Et le luxe, pour moi, n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Ce qui m'a beaucoup troublé depuis 40 ans, c'est cette théorie du low cost, du tout pas cher. Et en gros, on renonçait à la qualité, et en échange de quoi on nous faisait un petit prix. Finalement, ça a fini par oxyder notre agriculture, notre artisanat, notre industrie, et finalement, on n'est pas sorti gagnant, au contraire. Donc je défends l'économie du luxe, l'économie de la qualité. C'est l'économie que j'ai appris chez les compagnons des devoirs. Travail bien fait, salaire honnête ou repos. Du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on s'aperçoit. Finalement, on a cédé à cette théorie du low cost, tardivement d'ailleurs chez les Français, mais on voit bien, c'était économie du renoncement. Donc moi, je suis pour l'économie de la qualité, donc je suis pour l'économie du luxe. Le prix n'est pas la valeur des choses. Et si je reviens à l'alimentation, ce qui me trouble toujours, c'est qu'on fasse peser sur l'alimentation cette notion du pouvoir d'achat. Pour moi, la notion du pouvoir d'achat, elle est ailleurs. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne veux pas d'alimentation à deux vitesses. Je crois dans l'économie de la qualité. Je me suis engagé il y a quelques années avec une association qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, et où on a défendu la qualité des sols, la qualité des herbages, la qualité du bien-être animal. Finalement, on est parti sur une alimentation extrêmement qualitative avec entre 4000 et 6000 producteurs aujourd'hui. C'est ça, ces combats-là qu'il faut mener. Alors c'est des combats à long terme, je l'entends, mais il faut arrêter avec cette économie du low cost en laissant croire, dans une hypocrisie absolue, que le low cost, ce serait pour favoriser les gens les plus démunis, or que ça a enrichi que les plus riches. Donc c'est ces théories-là qui m'ennuient un petit peu, et j'ai eu la chance, et je termine mon propos là-dessus, d'être formé chez les compagnons des devoirs, et ils nous ont toujours montré qu'il y avait une économie de la qualité, et que cette économie de la qualité faisait des hommes libres. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci mademoiselle pour la question. Jeune homme, bonjour. Bonjour, Grégoire, étudiant à Sciences Po. Ma question porte sur le sujet de la gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, donc, le capitalisme est régi, les entreprises sont régies par les conseils d'administration. Aujourd'hui, on siège là-bas principalement quand on est apporteur de capital. Quand on est porteur de capital, il y a eu des changements venus des États-Unis, notamment la scission entre chairman, CEO. On a les employés qui sont représentés aujourd'hui par certains membres. Comment, avec des reportings nouveaux, des performances qui vont être mesurées différemment, comment changer cette gouvernance qui aujourd'hui, toutes les décisions sont prises, validées par des porteurs de capital, dont principalement la performance financière est dans leur intérêt. Vous sentez visé, Jean-Paul? Je vous ai prendre le micro. Non, au contraire, je me sens très intéressé par
tous les aspects de la question, chairman, CEO, conseil, gouvernance, etc. Mais je ne crois pas que, enfin, si je peux me permettre, les administrateurs ne sont pas des porteurs de capital. Ils représentent tous les actionnaires, et comme quelqu'un l'a fait remarquer avant, vous savez, les actionnaires d'une entreprise, ce n'est pas quelques gens riches, c'est des centaines de milliers ou des millions de personnes qui ont une action, 2 actions, 3 actions. Par exemple, même chez L'Oréal, il y a la moitié de l'effectif total du groupe, c'est-à-dire plus de 50 000 personnes, qui ont des actions. Donc c'est beaucoup plus large que ça, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, enfin, chez nous ça fait longtemps, mais je crois que c'est un peu le cas général aujourd'hui maintenant, le conseil d'administration ne s'occupe pas uniquement du tout de la performance financière. Le conseil d'administration a bien compris que ce qui était fondamental pour l'avenir de la société, parce que finalement la responsabilité numéro 1 d'un administrateur, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. C'est ça sa vraie responsabilité, et de faire donc les bons choix, les bonnes décisions, les bonnes directions. Et au contraire, aujourd'hui, je peux vous dire que dans un conseil comme celui de L'Oréal, on discute beaucoup plus souvent. Ça, c'est même dingue, c'est un rapport de 1 à 10 entre les sujets éthique, responsabilité, parité, développement durable, social, etc. On en parle 10 fois plus que des aspects financiers. Donc je pense qu'il y a un petit peu une illusion là-dessus. Les conseils d'administration des entreprises, aujourd'hui, ont vraiment pris ces sujets à bras-le-corps. Et ils discutent, challengent l'entreprise pour qu'elle aille plus loin dans tout ce qu'elle fait. Et finalement, alors c'est vrai que chez nous, on a la chance que, bon, comme ça marche, le financier, on n'a pas besoin d'en parler trop souvent parce que ça marche tout seul. Mais en tout cas, je peux vous garantir que les administrateurs s'occupent beaucoup plus de tous ces aspects-là, et avec des critères maintenant qui sont très objectivés, parce que c'est vrai que va y avoir une nouvelle taxonomie par l'Europe et des nouveaux indices, etc. Mais ça fait déjà au moins 10 ans, par exemple chez nous, qu'on publie tous les critères ESG qui sont audités par les commissaires aux comptes. On est, je crois, une seule entreprise qui faisait auditer ces critères par les commissaires aux comptes, et qui sont vraiment commentés, analysés, disséqués, challengés par les administrateurs. Visite médicale complète, oui. Absolument, complète, et beaucoup plus que sur l'aspect financier, qui franchement est passé. L'aspect financier, on l'aborde 2 fois par an, ça dure une demi-heure, alors qu'on a 6 conseils d'administration par an qui durent 4 heures chacun. Le financier étant aussi audité, évidemment. Michel. Oui, peut-être en addition. Il y a un premier mouvement aussi au niveau des boards, c'est d'intégrer, comme je le disais, l'ensemble des parties prenantes. Donc on n'a pas que des financiers qui sont représentés au board. Bon, historiquement, il y avait des salariés, mais on peut aussi faire évoluer des clients, des régulateurs. Enfin, les boards évoluent. Déjà pour avoir une perspective de la performance et de l'impact de la société qui n'est pas uniquement financière. Donc ça, c'est un premier phénomène. Le micro, Michel, pardon. C'est une première tendance lourde qui existe. La deuxième tendance qui me paraît très significative, c'est que les investisseurs s'y mettent de façon très sérieuse. C'est-à-dire que les investisseurs doivent reporter aux gens qui leur confient l'argent que les investissements qu'ils font sont bien cohérents par rapport à un portefeuille vert en termes de climat et sont conformes à des objectifs ESG qui leur sont fixés. Et il y a de plus en plus de BlackRock, Bloomberg, enfin Amundi en Europe, qui sont dans cette situation-là où ils développent des portefeuilles et où ils s'engagent. Et d'ailleurs, à la COP de Glasgow, il y a le GFANZ qui s'est réuni, qui représente 140 000 milliards d'actifs gérés, qui s'est engagé sur l'ensemble de leur portefeuille, verdir le portefeuille, et donc d'avoir des vrais plans de transition qui vont financer en termes de décroissance des émissions sur les prochaines années. Le mouvement est en route pour ça. Merci pour la question. Jeune homme, vous avez le micro, bonjour. Oui, merci beaucoup, Corentin, étudiant à Sciences Po. On a parlé de beaucoup d'acteurs, on a parlé des individus, on a parlé des entreprises, et moi il y a un acteur que je peut-être pas beaucoup entendu, à part peut-être sur la régulation de la comptabilité, mais c'est le rôle de l'État. Finalement, quel est le rôle de l'État pour avoir un capitalisme plus durable? Qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous attendriez de l'État qui soit mis en place en plus de la régulation, de la supervision, du financement? Voilà, tout ça.
Merci beaucoup. Jean-Paul Agon. Moi, je crois que ça revient à la question de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le capitalisme, c'est à la fois... Il y a de tout. Donc il y a des entreprises qui sont en avance, qui sont pionnières, franchement, qui n'ont pas impérativement besoin de l'État pour faire des progrès, etc. Et puis c'est vrai que si on veut à un moment donné faire monter tout le monde, c'est bien aussi quand même de mettre des objectifs, des contraintes, des régulations. Bon, l'exemple... Et puis c'est vrai que dans certains cas, ça fait quand même avancer les choses beaucoup plus vite. C'est quand même vrai que dans le domaine de la parité, par exemple dans les conseils d'administration, la loi Copé-Zimmermann d'il y a une dizaine d'années, je crois, a été extrêmement efficace pour accélérer la féminisation des conseils d'administration. En mettant cette barre à 40% minimum, les entreprises ont progressé en plus en 5 ans qu'elles l'avaient fait en 50 ans. Donc je pense que l'État peut faire effectivement sur des sujets ciblés, peut avoir une valeur ajoutée extrêmement positive. Oui, allez-y Jean. Je vais donner un exemple concret qui est celui de Citeo, donc Execo Emballage, qui est précisément né de cette combinaison entre de la régulation, donc qui a décrété la responsabilité des producteurs sur ce qu'ils mettaient sur le marché, donc le cadre réglementaire, et l'action des entreprises en matière d'innovation, d'éco-conception, de collecte, de tri et de recyclage. Et ce qu'a permis la régulation, c'est qu'elle a fixé un cadre concurrentiel équitable pour tout le monde. C'est-à-dire que si une entreprise veut y aller, elle ne se dit pas « ouais, mais en fait, si moi j'y vais, ça peut avoir un impact sur mon compte d'exploitation, sur mon PNL, et si mon concurrent n'y va pas, en fait, je vais être en difficulté. » Donc elle offre cette possibilité. Et quand on voit là au niveau européen des sujets qu'on a mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou de changement des règles comptables, on voit bien qu'à un moment donné, il y a besoin finalement d'un cadre. Bon, qui doit rester un cadre, parce que finalement, il n'y a rien de plus efficace, je trouve, qu'un cadre qui fixe des règles et des objectifs qui sont ambitieux et dans lequel après on laisse aux entreprises l'initiative parce qu'elles ont une capacité d'innovation, d'adaptation, de mouvement. On l'a vu pendant le Covid. Je veux dire, on a continué à se nourrir. En fait, on voit bien cette richesse qu'il y a au sein des entreprises et un bon mariage entre les deux. Et je sais que Citeo est ce modèle un peu de finalement une sorte de partenariat entre le public et le privé au service de l'efficacité, de la performance environnementale et du bien commun. Merci pour vos réponses. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais donner la parole à la salle. Mademoiselle, on va aller vers des mains qui se lèvent. S'il vous plaît, allez-y, je vous en prie. Écoutez, la personne la plus proche de vous est ici. Bonjour madame. Bonjour. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez, à vous lever si vous le pouvez, parce que c'est diffusé en Mondiovision. Donc voilà. Bon, pas de pression. Pas du tout, mais c'est juste pour ça. Bonjour. Bonjour, Soya Alfayi, consultante. J'aurais une question qui rejoint le sujet de la finance durable, donc je vais me tourner peut-être vers Monsieur Elias. Vous avez évoqué ce sujet dans votre présentation. Aujourd'hui, les sujets de finance durable, tout le monde veut avoir un mot à ce sujet, dans les directions financières, dans les cabinets de conseil, même dans les écoles qui créent aujourd'hui des masters spécialisés. Comment aujourd'hui, selon vous, et je vous laisse aussi intervenir si vous avez un mot sur le sujet, comment allier finalement cette course sur ces sujets durables dans la finance avec un engagement réel des entreprises et des cabinets? Merci. Question courte, réponse courte, si je veux avoir la chance de faire poser plusieurs questions dans la salle. Hervé. Alors, 2 chiffres. Les investissements socialement responsables, c'est aujourd'hui 25% des investissements dans le monde. 300 milliards d'investissements dans les green bonds sur le premier semestre de cette année. Donc c'est un véritable mouvement. Alors certains parlent de greenwashing, évidemment, on peut le voir sous l'angle négatif. Moi je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, on ne parlait pas du tout de ça dans le monde de la finance. Donc on a une véritable progression et évidemment, ce monde de la finance, c'est une incitation complémentaire pour les entreprises à bouger sur le chemin de la durabilité. Quand vous avez 25% du capital qui dépendent de ces indices de durabilité, eh bien ça conduit les entreprises à bouger. Pour compléter. Non mais juste, par rapport aux besoins de la transition énergétique des industries, qui sont à peu près de 4 000 milliards par an sur les 30 prochaines années, on n'est même pas à 10% pour l'instant des fonds qui sont alloués. Je voulais juste remettre ça quand même dans... Le mouvement est enclenché, mais la taille du mouvement et la vitesse à laquelle ça va n'a rien à voir avec l'urgence du problème qu'on a. Hein. Oui.
C'est bien de se le rappeler. Merci pour la question, madame. Une question au fond. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Foressi, c'est sur les Est-ce que vous pourriez parler dans le micro, s'il vous plaît, que je vous entende. Jean-Pierre Foressi, c'est sur les mécanismes qui induisent à une responsabilité mutuelle, une co-responsabilité, que ce soit dans l'atteinte de l'objectif d'environnement durable que dans l'atteinte d'une faisabilité sociale. Aujourd'hui, les incitations ou les mécanismes ne sont fournis ni par l'État régalien, ni par le cadre du droit existant pour les entreprises. Vous mentionniez juste avant les pressions susceptibles d'être exercées par les actionnaires dont les administrateurs sont dépendants, ils doivent y répondre. Donc dans ce contexte, il y aurait des choses indispensables et fort simples à faire, c'était donner un crédit d'impôt aux entreprises qui, au lieu d'investir une grande partie de leurs bénéfices dans les versements de dividendes, pourraient contribuer à construire des résidences pour jeunes ou étudiants qui ont effectivement la lourde charge de rembourser notre dette pour avoir le temps de laisser notre pays être crédible et ne pas être en faillite. Aujourd'hui, il n'y a pas ces incitations et comment les mettre en œuvre dans la mesure où ces crédits d'impôt devraient être proposés par l'État ou j'ai bien entendu votre proposition internes aux entreprises. Merci pour la proposition. Si quelqu'un veut réagir à la proposition, sinon on passe à une question, puisque monsieur était sur la proposition. Est-ce que ça vous parle, ce que ce monsieur dit? Ça fait partie de toutes les idées, et merci de le proposer. Je vois une question ici. Merci monsieur. Madame, bonjour. Ça n'est pas vraiment non plus une question, je suis désolée. Vous avez au deuxième rang un grand-père de l'écologie. Il est rentré il y a 30 ans chez Eco-Emballage. C'est qui le grand-père? C'est vous? Ça va, vous êtes jeune pour le grand-père? C'est vrai? Donc, il y a 30 ans, il est rentré chez Eco-Emballage, donc c'est un problème qui est effectivement pas complètement nouveau pour les uns pour les autres. Et ma deuxième question... Pardon, vous êtes son attaché de presse, j'imagine? Oui, je suis sa femme et je lui souhaite un bon anniversaire. Mais en dehors de ça... Oh, mais que c'est beau! Madame, juste cet instant est magnifique. Je voulais juste vous le dire, d'habitude on fait des demandes en mariage, ça s'est dépassé. Mais alors, mon chéri, l'anniversaire, joyeux anniversaire, clac, 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 clac. Merci, alors, bravo à vous. On va laisser ça. On a 2 petits-enfants majeurs maintenant qui sont tous les 2 handicapés. L'une habite Versailles, elle sait qu'un café joyeux va s'ouvrir à Paris 2. Elle espère, elle attend, elle a déjà déposé son CV. Et nous sommes là. Peut-être pour mettre en main propre le CV de Bérénice. Donc la pression sur Bucaille Lanza qui est là, en fait, qui va en prendre une énorme. Et on en a aussi un autre qui est aussi handicapé, qui est schizophrène et qui cherche aussi du boulot. Voilà. Merci de votre écoute. Merci madame de le faire. Bien sûr. Madame, pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est devenu tout rouge, c'est une beauté, sa réaction, voilà. Très très bien. Vous voulez répondre? Ne réglez pas vos problèmes de couple ici, ça me met mal à l'aise. On va donner le micro à ce monsieur éternellement jeune. Et puis, donc votre descendant, Citéo, va répondre. Non, je ne voudrais pas faire la comparaison avec Eco-Emballage et Citéo. Qui associe effectivement le public, le privé, etc. Et j'ai la chance d'avoir une merveilleuse épouse depuis 53 ans. Et merci. Et donc ça ressemble, c'est quelque chose qui est inscrit dans la durée au même titre que le recyclage. Alors, permettez-moi de vous dire, on a une chance énorme, c'est que dans une salle à côté, il y a Claude Lelouch, mais nous, on a eu le Shabadabada. Donc voilà. Jean vous répond et madame ensuite. Ah oui, non, mais juste en 2 mots, c'est que tant qu'on est dans les anniversaires, moi aussi j'ai 30 ans, enfin, ou plutôt Citéo a 30 ans, donc bravo. Vous les faites. Et je crois que la Cité de la Réussite aussi, donc en exactement. fait, on voit bien que... Bravo en tout cas. Merci, bravo. Allez. Madame, je vous offre la dernière question, une réponse rapide avant la conclusion de nos invités. Ok, c'est pour rester dans le thème de l'amour. J'essaye de créer une société durable vous souhaitez et vous très présenter? humaine. Je m'appelle Caroline Nisfranc, j'essaye de créer une société durable et humaine où je propose aux entreprises, aux EHPAD et aux établissements de faire des câlins d'environ 1 minute avec les gens. Appelez-moi, je suis célibataire. La société s'appelle Poscalin et aujourd'hui c'est très difficile en fait de pouvoir créer cette société et gagner de l'argent avec. Vous en avez parlé un peu
Monsieur Thierry Marx. Voilà, ça c'était la première question. La deuxième question, c'est je me demande toujours pourquoi ma fille utilise des shampoings L'Oréal en plastique et pourquoi ne pas faire des bouteilles en verre. Alors, le shampoing n'est pas en plastique, on va le dire, la bouteille l'est. La bouteille. Pourquoi pas faire des emballages en verre et utiliser des capsules et arrêter les capsules de café, utiliser du café. Tout ira beaucoup mieux et les entreprises seront durables et sociales si on arrête de consommer. L'impact environnemental du verre, Jean, parce que c'est dans mon fantasme aussi de citoyen. Est-ce que je me gourre? Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a comme ça des idées en disant le plastique c'est absolument terrible, le verre est absolument merveilleux. Alors moi, je n'oppose pas parce que ça dépend des modes de consommation. Et voilà, le verre consomme énormément d'énergie à fabriquer, à transporter. Hein. Si vous mettez des bouteilles en verre sur des camions pour faire 1000 km, c'est compliqué. Le plastique a un gros inconvénient, c'est quand il se retrouve dans la nature, c'est une catastrophe. Mais dans nos voitures, dans nos avions aujourd'hui, vous avez énormément de plastique. Pourquoi? Parce que c'est léger. Son impact possiblement en carbone est un impact positif, mais après il nous pose un énorme souci effectivement sur un plan des pollutions. C'est pour ça, moi je ne veux pas faire la pub de Citeo, mais pour le développement de 6 systèmes de responsabilité du producteur à travers le monde, il n'y a pas que moi qui le dis, la Fondation Ellen MacArthur aussi, sont des systèmes qui permettent d'avoir des financements pérennes et structurels à des systèmes de gestion de déchets qui sinon n'ont aucune économie, et vous avez des millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans nos mers et dans nos océans, et c'est un drame. Mais donc il y a des solutions et on peut les mettre en place. Et vous pouvez faire la pub parce qu'on a besoin de vous. Il y avait une question, Jean-Paul, le verre. Alors déjà on a une réponse, un élément de réponse ici. Non, mais la réponse était bonne et le verre c'est pas facile non plus. Hein. C'est beaucoup plus lourd, c'est les consignes, etc. Donc nous on s'oriente plutôt vers soit le carton, puisqu'on développe maintenant des cartons qui sont de plus en plus des technologies qui permettent d'avoir des cartons qui permettent d'avoir du liquide à l'intérieur, soit effectivement des plastiques qui seront complètement recyclés, biosourcés et qui n'auront plus donc aucun des inconvénients actuels du plastique, parce que je suis d'accord avec vous, le plastique tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il était est un véritable problème. Mais les consommateurs, dont vous êtes un petit peu la seule à avoir demandé du verre, parce qu'on fait des enquêtes régulières et c'est pas vraiment ce que les consommateurs voulaient. Mais on le fait pour d'autres produits, par exemple pour des pots de crème, etc. Pour des produits plus de luxe, un peu plus chers, mais pour les produits de base quotidiens comme les shampoings, c'est pas l'idéal. En tout cas, bon, mettez-le, n'oubliez pas de le mettre dans le bac de tri, c'est tout. Oui, trier, évidemment. Allez, madame, je ne veux pas vous vexer parce que vous m'avez suivi sur notre débat. Vous aviez le micro, c'est ça? On vous l'a repris. Allez, redonnez-lui parce que madame avait le dernier micro et j'ai toujours horreur dans mon métier de frustrer les gens, même si les débats le sont, parce qu'ils pourraient durer 4 heures. Question courte, réponse courte. Je vais faire très court, merci beaucoup. Frédéric, chef d'entreprise. J'ai levé des fonds il y a quelques temps. Et je sais qu'il y a moins de 10% des femmes qui lèvent des fonds. Vous parliez, Monsieur Marx, de la difficulté des entreprises à inclusion de lever de l'argent. Ça rejoint la question de Madame. Donc je voulais que vous fassiez un partage de votre expérience. Et puis de manière plus générale, à quand des fonds d'investissement qui financent ces entreprises qui permettent l'inclusion? Thierry. Merci, oui, non, moi je me suis aperçu qu'il fallait lever des fonds. Oui, j'ai levé de la dette. J'ai peut-être pas compris quelque chose dans la comptabilité. Mais non, oui, c'est vrai que lever 50 000 euros comme ça sur un fonds impact, on y arrive facilement. Quand on commence à, comme nous, racheter des entreprises où on est aux alentours de 6-7 millions, ça devient un peu plus compliqué. Mais pour être sur une note positive, très honnêtement, je pense que l'ensemble de la société, y compris ceux qui ont de l'argent, ont compris que l'impact social et l'impact environnemental n'étaient pas quelque chose qui était une variable d'ajustement. Et aujourd'hui, j'ai le courage de le dire, parce que ça n'a pas été le cas il y a 15 ou 20 ans, une banque française m'a suivi sur le rachat d'une entreprise dans l'univers du luxe, et ça mérite d'être souligné. Mais voilà, c'est des combats qu'il faut mener, et il faut les mener intelligemment, parce qu'on a parlé beaucoup du capitalisme, et je l'ai dit dans mon propos au départ, le capitalisme est efficace, mais il n'est pas juste. Mais si on veut le rendre plus juste, c'est à nous de s'y mettre finalement. Et finalement, aujourd'hui, je garantis aux gens qui me prêtent de l'argent de leur rembourser la dette et qui m'autorisent une croissance en conscience. C'est-à-dire de ne pas me demander des paybacks à 3 ans, mais de me laisser faire des paybacks à 5 ou 8 ans. Et comme ça, on s'est entendu et finalement, restez positive. Vous allez lever de l'argent et de la dette, je vous rassure que c'est aussi anxiogène. Merci Thierry.
Jean-Paul Agon vous répond. Non, juste un mot, madame, pour vous dire que L'Oréal a créé un fonds justement pour aider les femmes qui créent des entreprises. Donc vous nous écrivez, alors je ne sais pas dans quelle industrie vous êtes, mais on sera... Ne refusez pas, vous dites, je vous écris de la part de Jean-Paul Agon avec qui j'ai passé mon dimanche. Et d'ailleurs Jean-Paul m'a dit de lui écrire, voilà tout ça. Enfin, bon, vous faites ce que vous voulez. Merci. Juste Yann, c'est l'occasion de dire un mot, avant un mot de conclusion de chacun, mais juste Yann, le financement de Café Joyeux. Je suis consommateur, donc je contribue évidemment au financement du système. Est-ce que d'autres acteurs peuvent intervenir pour investir finalement dans ce beau projet? Oui, alors, nous on a un modèle donc hybride comme on l'a expliqué tout à l'heure, et en l'occurrence le Café Joyeux de Versailles, Parly 2, va pouvoir ouvrir grâce à la générosité de beaucoup de personnes dans le 78 qui ont... Là, on a employé tout le système de la philanthropie. Donc, il y a une grande générosité en France, c'est très, très anglo-saxon, c'est très ancré chez les Américains, mais ça vient en France. On a beaucoup de gens très généreux, du mécénat d'entreprise, des fondations d'entreprise et des particuliers qui ont fait des dons pour que ce Café Joyeux ouvre à Parly 2 et permettra peut-être le recrutement d'une dizaine de personnes en situation de handicap. Après, on utilise le système économique tel qu'il est. Il y a des fonds, vous parliez d'Amundi tout à l'heure, Michel, ils ont oui, c'est de la dette. C'est de la dette, il va falloir le rembourser, mais c'est de la dette à taux quasi zéro. Donc on y va, quoi, parce que c'est pour des projets solidaires. Il y a des fonds à impact qui se lancent. Je pense qu'il y a une vague de fonds là, qui est en train de se lever. Donc si vous avez des idées, vous allez trouver des moyens, parce qu'il y a de l'argent. Il y a un truc qui nous mène, et comme m'a toujours dit, c'est une grande entrepreneuse que certains connaissent, qui s'appelle Sandra Legrand, qui m'a toujours dit, c'est on a plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. Alors osez et demandez, évidemment. Je voudrais demander à chacun de nos intervenants de nous offrir le mot de la fin. Ne me prenez pas pour un rossignol de 3 semaines, je dis bien un mot. Avec quoi je repars de ce débat tourné vers ce capitalisme plus humain, plus responsable, et chacun d'entre nous avec notre part de vertuosité. Peut-être Hervé, le mot de la fin, ce serait quoi? Confiance et engagement. Oui, vas-y. Inspiration. Merci Michel. Thierry? Chercher des solutions, pas des coupables. On gagne du temps. Oh oui. Yann? Je dirais pas vouloir révolutionner ni changer le monde, mais juste essayer de faire sa part, quoi. Moi, mon rêve, c'est juste de prendre le plus de soins possible auprès de nos 100 équipiers. Peut-être qu'ils seront 200 dans un an, mais voilà, ça suffit, quoi. Et on le souhaite. Prendre sa part. Jean? Puisqu'on est à l'école, éducation. Éducation de la maternelle jusqu'aux nos grandes écoles, à ce qu'est le vivant, à ce qui nous rattache à la planète et pas au métaverse. Et voilà, éducation partout. Jean-Paul Agon? Moi, c'est accélérer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ils étaient vos invités, applaudissez-les, mesdames et messieurs. Permettez-moi, avant votre départ, mesdames et messieurs, on va remercier ensemble les étudiants, l'équipe de la Cité, les équipes techniques, au son, à la lumière, à la vidéo. Depuis 1989, des centaines d'acteurs. Merci beaucoup. Merci.